parfait. On y va? Donc merci à Georges pour cette excellente intervention. Ce qui me fait dire d'ailleurs que si lui a écrit le nouveau défi léniniste, moi je vais me retrouver confronté à un nouveau défi, celui de passer après lui, pour vous parler un petit peu donc de cette révolution d'octobre que l'on peut resituer dans le cadre intellectuel qu'il a parfaitement développé. Georges, de ce point de vue, je ne vais pas revenir sur tout ce qui a été dit. Simplement, ce que j'aimerais commencer en guise d'introduction pour parler de cette révolution d'octobre, dont on ne parle d'ailleurs quasiment plus vraiment dans les programmes scolaires, disons clairement, c'est ce que l'on verra, c'est que finalement, quelque part de manière assez paradoxale, faire de l'histoire amène à être marxiste-léniniste, avant même d'être marxiste-léniniste, si vous voulez. Pourquoi? Parce que finalement, quand on fait de l'histoire, on analyse concrètement une situation concrète. De manière très simple, c'est exactement ce que disait Lénine, c'est l'analyse concrète d'une situation concrète, et à partir de là, ça oblige à prendre en compte absolument toutes les dynamiques, tous les contraires, ce dont a parfaitement parlé Georges tout à l'heure, autrement dit à être aussi, quelque part, marxiste. Je dis ça pourquoi? Parce que, s'agissant de la révolution russe, de la révolution d'octobre 1917, qui d'ailleurs, je vous le signale, dans le cadre de notre calendrier, correspond au 7 novembre. Puisqu'il y avait un décalage d'une dizaine de jours environ par rapport au calendrier russe alors en vigueur. Eh bien, dans le cadre de la révolution russe, très souvent, lorsqu'on regarde des travaux qui sont publiés, on se trouve davantage dans des travaux que l'on pourrait qualifier de, bien sûr, d'analyse plutôt de combat idéologique, davantage que d'analyse. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en travaillant dessus, je me suis rendu compte, déjà depuis un moment, qu'il y avait un nombre de mesures absolument impressionnantes qui avaient été prises notamment dans les tout premiers jours et dont on ne parle jamais. Et qui, pour le moins qu'on puisse dire, étaient véritablement des mesures révolutionnaires et en faveur, finalement, de toutes les masses prolétaires que défendaient, de ce point de vue, les bolcheviks. Alors, sur le plan historique, l'habitude que j'ai lorsque je travaille, c'est de prendre deux types d'ouvrages. Partir toujours des ouvrages de base que l'on nous conseille. C'est-à-dire que l'on nous conseille lorsque l'on prépare un concours, etc. Où là, vous serez toujours dans une sorte de vulgate très anti-révolution d'octobre, en expliquant que c'est un coup d'État, etc. Et chose sur laquelle je vais revenir d'ailleurs. Et puis après, c'est véritablement d'ouvrir les horizons et de compléter avec des ouvrages qui, justement, eux, réfléchissent véritablement si vous voulez, aux événements, tout en leur apportant une portée philosophique. Dans le premier type d'ouvrage, on peut inclure des historiens, comme par exemple Nicolas Werth. On peut également parler d'Andrea Graziosi, qui a publié une histoire de l'URSS en 2010. Là, vous retrouverez, si vous voulez, toute la littérature anti-communiste classique. On pourrait également citer des ouvrages qui sont sortis plus récemment. Je vous parlais tout à l'heure du fait que sur France Culture était consacrée une semaine spéciale sur la Révolution d'octobre. Bon, eh bien, a été notamment invité Stéphane Courtois, et qui a publié un ouvrage au titre très évocateur, puisque cet ouvrage s'intitule Lénine, la notion du totalitarisme. Donc, si vous voulez, on est vraiment dans une logique là de diffamation de la Révolution d'octobre. Et d'un autre côté, vous avez une littérature, justement, qui parfois remonte au moment même des événements, au plus près des événements. On pourrait conseiller l'excellent ouvrage de John Reed, 10 jours qui ébranlèrent le monde, mais pas seulement d'ailleurs, il y a toute une littérature de ce point de vue qui s'est développée. On pourrait également prendre d'autres ouvrages, j'en ai ici un par exemple que je peux vous citer, concernant ce dont je vais parler ensuite, de la guerre de 1918-1922, de Yuri Korablev et Anatoly Chouriguinin. Je vous le conseille de manière vraiment intense, cet ouvrage, parce qu'il est assez petit d'une part, et que d'autre part, il permet de bien analyser justement cette guerre qui a été menée, et dont on ne parle d'ailleurs quasiment jamais, contre le pouvoir donc, de Lénine en place, puisque c'était une coalition de 14 nations sur laquelle je reviendrai tout à l'heure. Par rapport à cette révolution d'octobre, je pense qu'il faut d'abord la resituer dans un contexte global, c'est-à-dire celui d'une part de la contestation du capitalisme là, depuis au moins le milieu du XIXe siècle, et d'autre part dans le contexte immédiat qui va être celui de la Première Guerre mondiale. Alors, Georges évoquait tout à l'heure à raison le fait que, dans un premier temps, Marx pensait que cette révolution
qui pouvaient advenir auraient lieu davantage en Angleterre ou en Allemagne, parce que les conditions étaient beaucoup plus, si vous voulez, réunies qu'en Russie. Bon, il se trouve qu'elle est arrivée en Russie. En Russie, les conditions pour une révolution au niveau d'un prolétariat rural, on pourrait dire, étaient quand même un petit peu réunies. Pourquoi ? Parce que d'abord, vous aviez, c'est vrai, une immense masse paysanne qui officiellement n'était plus sous le statut du servage, puisque le servage avait été aboli en 1861, mais une abolition d'un statut ne signifie pas une abolition d'une condition. Et si le statut du servage avait bel et bien disparu, en réalité, les paysans russes vivaient dans une écrasante, disons-nous clairement, pauvreté au moment où éclate la Première Guerre mondiale et au moment où va advenir la Révolution. À ce moment-là, le pays, la Russie, était en voie d'industrialisation, mais ce qui est vrai, c'est que les ouvriers n'étaient pas majoritaires au sein de cet immense prolétariat, si on inclut bien sûr la masse paysanne au sein du prolétariat. Alors se posait déjà ce premier problème, comment mener la révolution dans cette situation. Deuxième élément important, nous étions sous le tsarisme, sous un régime, autrement dit, extrêmement autoritaire, extrêmement centralisé, et un régime qui déjà n'hésitait pas à réprimer massivement toute opposition politique. Sans rentrer dans les détails de tous les mouvements qui se développaient, on pourrait citer par exemple ceux qu'on appelait les socio-révolutionnaires, ceux que l'on appelait également à l'époque le Parti ouvrier social-démocrate de Russie, puisque le POSDR qui avait été fondé en 1898, c'était justement le parti où opérait au départ Lénine. Et dans ce parti avait eu lieu un débat justement en 1903 pour savoir quelle était la stratégie à adopter par rapport au combat révolutionnaire. Et c'est à partir de là que sont apparus, en quelque sorte, les noms de bolcheviks et de mencheviks. Bolcheviks signifiant majoritaire, puisque c'était la stratégie dont parlait tout à l'heure Georges, qui s'est imposée au sein du POSDR. Et à partir de là, ceux qu'on appelait les mencheviks étaient donc minoritaires au sein du parti. L'opposition était simple, du côté menchevique, on insistait davantage sur la nécessité de combler immédiatement les préoccupations économiques, ce qui d'ailleurs se défend tout à fait, les préoccupations économiques du prolétariat, mais finalement en repoussant toujours au calandre, on ne sait plus lesquels, justement la lutte des classes quelque part, et donc la rupture avec le capitalisme. Alors que Lénine, et ça a été dit tout à l'heure encore une fois par Georges avec le talent, donc moi je ne vais pas rajouter grand-chose, il y avait la nécessité véritablement de construire un parti centralisé, démocratiquement, avec une discipline, et qui soit capable de servir d'avant-garde. Mais, et je tiens à le dire parce qu'encore une fois, l'avantage de l'histoire, c'est qu'il y a aussi des faits. Mais jamais avec l'idée de créer un pouvoir contre les ouvriers. Car, justement, on le verra que dans des décrets qui ont été pris dans les premiers jours, c'est Lénine lui-même, entre autres, c'est pas le seul, hein, évidemment, qui défendait des décrets qui seraient justement non pas restreints à seulement quelques catégories d'entreprises, comme par exemple les nationalisations des entreprises, mais lui, il voulait justement donner encore plus de pouvoir aux ouvriers pour que ceux-ci puissent se mêler des affaires économiques. C'est ce que nous verrons donc tout à l'heure. Alors, ça c'est important de signaler parce que la Russie est à ce moment-là un pays donc en crise sur le plan politique, sur le plan économique, sur le plan social, et puis, Georges l'a dit tout à l'heure aussi, sur le plan international. Puisque la Russie, à ce moment-là, avait une double ambition. D'une part, du côté de l'Est, donc du côté de l'Asie, pouvoir renforcer son influence. C'est une influence qui a été stoppée notamment par la guerre contre le Japon en 1904-1905. Et ce qui explique que d'autre part, la Russie a ensuite, à partir de ce moment-là, encore plus mis l'accent sur l'autre projet qui l'intéressait beaucoup, à savoir le panslavisme du côté de l'Europe de l'Est. Et à partir de là, ce qu'il faut bien voir, c'est que ces projets, disons-nous clairement, soit grand chauvin nationaliste, soit impérialiste, avaient aussi une autre ambition, outre le fait de restaurer le blason de la Russie révolutionnaire, de la Russie, pardon, tsariste court, c'était justement de prévenir d'une révolution. Et ce raisonnement était fait partout, en Europe, à cette époque. D'ailleurs, à ce sujet, j'aimerais vous citer un extrait d'un impérialiste britannique qui était un des chantres de la colonisation à la fin du XIXe siècle, et qui s'appelle Cecil Rhodes. Et Rhodes, il est assez connu pour avoir notamment dit une phrase, entre autres, à savoir que l'Empire était une affaire de pain et de beurre.
hein, très clairement. Alors, pour comprendre cet extrait de Cecil Rhodes, ce que je vais vous lire, il faut bien avoir en tête que l'impérialisme était perçu comme un moyen d'échapper à la révolution. Voilà. Autrement dit, détourner la classe prolétaire d'un pays vers la conquête de territoires où on pourrait ainsi envoyer ce prolétariat pour la colonisation et ainsi d'ailleurs, justement, diviser encore plus le prolétariat à l'échelle internationale mondiale, puisque comme ça a été dit tout à l'heure, prolétaires de tous les pays, unissez-vous, mais là c'était dans le camp impérialiste, prolétaires de tous les pays, divisez-vous, hein, et tapez-vous dessus si possible. Alors, par rapport à ceci, ce qu'expliquait très clairement Cecil Rhodes, c'est le fait que, dans le fond, et je vous cite ce qui est écrit, j'ai réfléchi à ce que j'avais vu et j'ai été de plus en plus convaincu de l'importance de l'impérialisme. Cette idée qui me tient particulièrement à cœur, l'impérialisme, offre une solution au problème social. J'entends par là que pour protéger les 40 millions d'habitants du Royaume-Uni d'une guerre civile sanglante, autrement dit pour empêcher une révolution, nos hommes d'État doivent acquérir de nouveaux pays dans lesquels nous pourrons envoyer notre excédent de population, des pays qui pourront servir de nouveaux marchés pour les produits de nos usines et mines. L'Empire, colonial britannique, est une question de vie ou de mort. C'est pour éviter une guerre civile, c'est-à-dire une révolution, que nous devons être impérialistes. Ce raisonnement qui est fait par Cecil Rhodes, dont le nom de famille a d'ailleurs donné naissance au pays, de Rhodésie du Nord et du Sud, enfin en colonie, avant qu'il y ait la décolonisation par la suite, eh bien, on la retrouve partout en Europe, en France, en Allemagne, en Belgique et en Russie. C'est dans ce contexte, donc, que, si vous voulez, va intervenir la Première Guerre mondiale. La Première Guerre mondiale, et ça a été rappelé tout à l'heure par Georges, a été aussi le fruit, très clairement, de la confrontation des impérialismes. C'est l'ouvrage de l'impérialisme, le stade suprême du capitalisme, qui date de 1916. Je ne vais pas revenir dessus. Simplement, par rapport à cette Première Guerre mondiale, effectivement, dans un premier temps, contrairement à ce qu'on laisse entendre, les populations n'étaient pas forcément si prêtes que ça à aller au combat, loin de là. C'est-à-dire que les populations étaient conscientes, si vous voulez, qu'on risquait de mourir tout simplement à la guerre. Ça peut paraître assez simple comme raisonnement, mais c'était une réalité. De nombreux témoignages le prouvent, que ce soit dans des témoignages de l'époque en France, mais aussi en Russie. La guerre intervient donc pour des raisons impérialistes, pour des raisons également nationalistes en Europe. Et ce qui va se passer en Russie, ça va être l'accélération de la décomposition des structures de l'Ancien Régime. Un ancien régime, j'emploie l'expression volontairement, qui en réalité avait perduré, y compris après la Révolution française, y compris après le Printemps des peuples de 1848. Je peux vous renvoyer à l'ouvrage d'un historien américain qui s'appelle Arnold Meyer, qui avait publié au début des années 1980 La persistance de l'Ancien Régime. Et dans cet ouvrage, il expliquait bien que, au-delà de la révolution qui a pu intervenir en France en 1789, des révolutions qui ont pu survenir en 1830, en 1848, en réalité, l'aristocratie avait réussi, avec une grande partie de la bourgeoisie bien sûr, à conserver les structures de pouvoir social, économique, politique, et à finalement accorder quelques concessions, comme le droit de vote, qui d'ailleurs n'était pas universel. Et on verra justement qu'en Russie, là, en 1917, c'est un des décrets qui va être adopté, un droit de vote universel. La guerre éclate, et en Russie, je l'ai dit, ça accélère la décomposition. Pourquoi? Parce que, la guerre, je ne vais pas faire un cours dessus, la guerre est très difficile, on va revenir là-dessus. Vous avez des tranchées, des combats, et de surcroît, la Russie, que l'on croyait être un colosse en 1914, se révèle être surtout un colosse au pied d'argile. On avait vraiment peur du rouleau compresseur russe, en Europe, du côté de l'Allemagne et de l'Europe, et on est très surpris de voir que la Russie, certes, est capable de faire des avancées, mais subit aussi d'importantes pertes. Il y a ainsi une offensive qui est assez célèbre, celle de 1916, qui est l'offensive de Brusilov, qui était un des généraux de l'armée russe. Et c'est un échec terrible, puisqu'il attaque une partie, ce qui correspond aujourd'hui à peu près entre la Pologne et l'Ukraine, une partie de la région de Galicie. C'est un échec terrible. Et à partir de là, plus que jamais, monte au sein de l'armée russe, qui est essentiellement composée d'ailleurs de paysans à ce moment-là, ainsi que des
ouvriers, pour ceux qui en a, mais je répète, l'immense majorité de la population à ce moment-là est composée de paysans, monte l'idée, effectivement, de ce que Georges a rappelé tout à l'heure, à savoir l'idée du défaitisme révolutionnaire. Voilà, le défaitisme révolutionnaire, c'est l'idée que dans le fond, nous sommes dans des conditions désastreuses, hein, je rappelle, les paysans avaient une vie extrêmement difficile, c'est pas la peine de détailler de ce point de vue, et donc, perdre la guerre peut être une possibilité de renverser un régime pour lequel nous nous battons, et qui, dans le fond, n'apporte rien de bon pour la classe paysanne, au contraire. Donc on se dit, voilà l'occasion enfin d'en finir avec cette guerre. D'autant plus que, j'insiste dessus, il y avait eu l'Union sacrée, c'est vrai, en 1914, mais ça ne veut pas dire que le combat en faveur du pacifisme et de la paix était terminé, puisque des socialistes continuent ce combat pendant la Première Guerre mondiale. Vous avez eu des réunions qui ont eu lieu à Zimmerwald en 1915 et à Kiental en 1916, organisées sous l'égide des socialistes qui refusaient la guerre. Pourquoi dire tout ça? Parce que les défaites russes combinées à la lassitude de l'armée et à l'année 1917, qui va être décisive à plus d'un titre, vont déboucher dans un premier temps sur l'effondrement du tsarisme. Alors c'est là où ça devient assez intéressant parce que 6 mois plus tard, à peu près, un petit peu plus, 8 mois après, vous aurez donc la révolution d'octobre, et très rapidement les historiens vont être tentés de faire comme pour la Révolution française. C'est-à-dire de distinguer la révolution honorable, celle de février, et la révolution d'octobre, la terreur, pour faire simple. La révolution de février, elle renverse le régime sur un plan politique. Mais elle ne signifie nullement la remise en cause du système capitaliste et des structures sociales et économiques. Tout simplement parce que ceux qui l'ont fait, d'ailleurs, sont soit, bon, bien sûr, des opportunistes, hein, comme dans toute révolution, soit une bourgeoisie qui, comme en 1789, dans le fond ne s'intéresse pas tant que ça aux droits de l'homme, mais veut avant tout accéder au pouvoir politique à son tour. Et donc, à partir de là, justement, par rapport à cette révolution, les bolcheviks sont davantage en retrait, ce qui ne veut pas dire qu'ils n'y voient pas la possibilité d'aller encore plus loin. Il y a un autre élément important dans cette révolution, c'est que ceux qui ont fait la révolution de février souhaitent poursuivre la guerre. Or, ce n'est pas le désir de la grande, l'immense majorité de la population russe. Les paysans sont sur le front, je répète, et se font matraquer, d'autant que de nouvelles offensives russes vont échouer au cours donc, du printemps et de l'été 1917. Au sein du gouvernement provisoire, une succession d'équipes, mais il y a notamment un homme qui va se distinguer, qui s'appelle Alexandre Kerensky. Kerensky souhaite continuer la guerre, mais en même temps, il est obligé de tenir compte de la pression, si vous voulez, de la population russe. Et il se fait déborder d'un côté par ce qui est à gauche, et notamment les bolcheviks, et en particulier Lénine, qui lancent les fameuses thèses d'Avril, puisque Lénine sent bien qu'il y a une opportunité unique de pouvoir mener le processus révolutionnaire plus loin. Et de l'autre côté, il se fait déborder à droite par ceux qui veulent arrêter le plus vite possible la révolution. Là, de ce point de vue, on retrouve notamment un général qui va faire parler de lui, puisqu'il s'appelle, c'est le général Kornilov, qui va tenter, à partir de juillet 1917, en fait, de mettre en place une dictature militaire et de stopper le processus révolutionnaire. Cette opération, dont Kornilov va être au pouvoir à peu près 2 mois, elle va avoir un grand mérite. C'est qu'elle va permettre de donner beaucoup plus de poids à la parole des bolcheviks. Parce que jusqu'à présent, je répète, dans la révolution de février, il ne s'agit pas de dire qu'ils étaient complètement en dehors de tout ceci, mais ils n'étaient pas forcément le groupe qui était au cœur du processus à ce moment-là. Mais ça ne veut pas dire, ça ne veut absolument pas dire, qu'ils en étaient exclus. Ils avaient déjà une influence à travers les thèses défendues, et notamment à travers le programme que l'on résume souvent par les 3 mots suivants, pain, paix, terre. Ça veut dire quoi? Ça voulait dire que parmi les propositions faites dans ces fameuses thèses d'Avril, la paix.
Mais la paix, et j'insiste dessus, et c'est là où on retrouve encore une fois vraiment cette volonté de ne pas avoir d'humiliation, de confrontation nationaliste, une paix sans annexion ni indemnité. C'est ce qui sera proposé par les bolcheviks au moment de la négociation du traité de paix de Brest-Litovsk avec l'Allemagne. La terre, le partage de la terre, la confiscation en particulier de la grande propriété de l'Église, des grands propriétaires fonciers, rien. Mais, et vous verrez, l'un des premiers décrets passés là-dessus est très intéressant parce qu'il ne s'agit pas encore de confisquer, il ne s'agit pas d'ailleurs tout simplement de confisquer toutes les terres. Car, contrairement à ce qu'on pense, là aussi, il s'agit d'agir avec une logique de rassemblement de front. Il faut cibler. Cibler en particulier l'ennemi principal, c'est-à-dire la grande propriété terrienne, l'Église, qui possédait des terres. Ce n'est pas seulement un pouvoir religieux, c'est aussi un pouvoir économique et politique de ce point de vue. D'accord ? Ainsi que, bien sûr, tous les tsaristes, monarchistes qui ne souhaitent qu'une chose, c'est le renversement de la révolution. Et puis enfin, je vous ai parlé du pain. Et oui, les conditions de vie étant terribles du côté de la Russie, pour les paysans, l'idée c'est quand même aussi d'améliorer, parce que Lénine est conscient qu'il faut aussi, Lénine et les bolcheviks sont conscients qu'il faut améliorer les conditions de vie des paysans et des ouvriers le plus rapidement possible. L'opération Kornilov a donc eu le mérite de révéler de ce point de vue la volonté de ceux qui sont au gouvernement provisoire, quand bien même ils se divisent entre eux. Mais globalement, ils sont d'accord sur un point, il ne faut pas que la révolution aille trop loin. Et donc il faut essayer de la stopper le plus rapidement possible. C'est dans ce contexte de tension extrême, alors que les bolcheviks ont de plus en plus d'influence, que va arriver le fameux événement, donc la révolution d'octobre. S'agissant de cette révolution d'octobre, alors l'historiographie est très intéressante de ce point de vue-là, puisque très généralement, la révolution est présentée par, en particulier les thèses libérales, comme étant un accident, une dérive, mais pour ne pas dire même dès son naissance comme étant totalitaire. Ce seront les thèses qui seront notamment développées par François Furet, mais également par d'anciens historiens qui ont été membres du Parti communiste il fut très longtemps, comme Stéphane Courtois. Et en réalité, ce qui est intéressant à voir, ça fait un petit moment. Ce qui est intéressant à voir dans ces thèses, c'est le discrédit que l'on cherche à accorder très rapidement à la prise du pouvoir par les bolcheviks. En considérant que finalement, non seulement ils ont pris le pouvoir par la force, mais qu'en plus personne ne les soutient vraiment puisqu'ils sont un petit groupe à avoir pris le pouvoir. Alors, de ce point de vue, j'aimerais juste signaler que vous avez parmi les historiens qui ont réfléchi à ce moment d'octobre, quelqu'un comme Marc Ferron, qui est très intéressant dans son analyse, puisqu'il explique qu'en fait, octobre est un moment de conjonction de tout un ensemble de mouvements, à la fois politiques, sociaux, et ce sont les bolcheviks parce qu'ils sont bien organisés justement. Et là, on pourrait revenir sur le rôle central donc d'un parti bien discipliné, bien organisé. Mais c'est aussi parce qu'ils sont bien organisés qu'ils vont justement réussir à prendre ce pouvoir, donc à chasser de ce point de vue Kerensky et les mencheviks, entre autres pouvoirs, sachant que, contrairement aussi à très rapidement à l'idée que l'on va dégager, c'est un coup d'État, c'est terrible, mais il y a une approbation immense de la population. Il y a une approbation immense de la population pour le départ de ceux qui sont au pouvoir, pour qu'ils soient remplacés par ceux qui veulent l'être, à savoir les bolcheviks. Et quand je vous dis qu'il y a une approbation immense, alors là c'est très simple, en histoire, vous me direz pas qu'en histoire, mais il suffit d'avoir des preuves de ce que l'on avance. Il suffit d'avoir des décrets. Alors, on pourrait évoquer tous les décrets qui ont été passés à ce moment-là, et qui sont vraiment, je vous dis, assez stupéfiants en termes de... on parle souvent de changement radical, hein, vous avez entendu parler, là, effectivement, d'Emmanuel Macron qui promet un énorme changement, une révolution, de François Hollande qui promettait le changement maintenant. Eh bien, le changement, il a vraiment lieu maintenant, à l'époque. Jugez plutôt. Le 8 novembre, c'est-à-dire le lendemain, parmi les décrets qui sont adoptés, vous avez un décret sur l'abolition de la peine de mort. Le 8 novembre, donc le lendemain de la prise du pouvoir. Une décision, un décret pour lutter contre les pogroms. Lutter contre les pogroms, c'est-à-dire donc contre les massacres, assassinats de juifs de Russie notamment, puisque la Russie
C'était une terre où il y avait beaucoup de pogroms, notamment au second 19e siècle et début du 20e siècle. Vous avez également une résolution qui est adoptée sur l'éducation dans l'armée du comité révolutionnaire provisoire. Donc, si vous voulez, vous avez déjà un certain nombre de décisions qui sont prises et qui, je rappelle quand même, dans le cas de la France, il faut inverser les chiffres. Ça n'a pas été quasiment 1918, il a fallu attendre 1980 en France pour l'abolition de la peine de mort. Là, les bolcheviks sont au pouvoir, c'est une des premières mesures qui est prise. Bien. Le 8 novembre également intervient une mesure fondamentale, c'est le décret sur la terre. Et j'aimerais vous lire un extrait parce que justement, c'est là où on en revient à ce qu'on disait. Il y a bien sûr la lutte des classes qui est menée, il y a bien sûr la volonté d'en finir avec le système capitaliste, mais pas en restant un parti isolé, au contraire en constituant en large front et en sachant mener des alliances efficaces. Voici un extrait qui, très rapidement, je ne vais pas lire tous les décrets, mais qui est très intéressant parce qu'il permet de séparer ceux qu'on va attaquer et ceux, au contraire, sur lesquels on peut s'appuyer. La grande propriété foncière est abolie immédiatement sans aucune indemnité, donc la grande propriété foncière. Les domaines des propriétaires fonciers, de même que toutes les terres des nobles de l'Église, passent à la disposition des soviets de paysans. Les terres des simples paysans ne sont pas confisquées. Vous voyez donc la nécessité, de bien, des bolcheviks, de bien distinguer les terres de la grande propriété foncière, au contraire des simples paysans qui, eux, sont dans le besoin, et pourraient donc avoir besoin, dans un premier temps, d'assurer leur survie, tout simplement. Je pourrais citer d'autres décrets à foison de ce point de vue-là. Sachez seulement que, globalement, au niveau des décisions qui ont été prises dans ces premiers jours, dans ces premières semaines, vraiment, de la Révolution, il y a vraiment cette idée de construire, de rompre avec l'ordre ancien pour véritablement donner le pouvoir, tout simplement, au prolétariat, aux masses paysannes, ouvrières. Il y a véritablement cette envie-là, cette volonté-là. Parmi d'autres décrets quand même que j'aimerais signaler, il y en a un en particulier qui est très intéressant puisqu'il s'agit du décret du 14 novembre sur le contrôle ouvrier. Donc c'est une semaine après la Révolution. Il est intéressant parce que justement, il permet de voir comment, contrairement à ce que par exemple déclare Andrea Graziosi dans son ouvrage de 2010, où d'entrée il explique qu'en fait Lénine, il a un parti, il n'est pas les ouvriers, hein, il a un parti anti-ouvrier, il veut diriger contre eux. Bon. Pourtant, ce décret du 14 novembre est intéressant puisqu'il prévoit à la base, c'est vrai, un contrôle ouvrier modéré. Mais c'est Lénine notamment, qui pousse à quoi? Qui pousse à encourager les ouvriers à exiger le contrôle dans toutes les entreprises. Et donc pas seulement au niveau des grandes entreprises qui étaient d'abord la cible en fait, de la première mouture du décret, c'est Lénine lui-même qui dit très clairement, non, 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 il faut que ce contrôle ouvrier ait bien lieu dans toutes les entreprises. Et de ce point de vue, j'insiste, il ne considère pas que les ouvriers, il parle aussi des exploitations agricoles en réalité derrière. Donc vous voyez, l'idée que nous avons un Lénine qui agirait, ou de bolcheviks même, qui agirait à l'encontre de l'intérêt des ouvriers, ce n'est pas vrai de ce point de vue. Ce n'est absolument pas vrai. Et pas seulement de ce point de vue. Toujours au même moment, on ne peut pas dire que la situation non plus est brillante en Russie tout à coup, ce n'est pas vrai. Il y a encore de nombreuses difficultés. La guerre civile éclate dès la fin de l'année. Il faut donc faire face à la guerre civile. Il faut faire face parce que c'est la guerre aux difficultés sociales et économiques. Et malgré tout, les bolcheviks que l'on va accuser tout de suite de diriger une dictature, etc., ben ils sont capables en réalité de faire des concessions et de négocier. Exemple, vous avez des revendications de cheminots, un peu comme aujourd'hui, à la différence près qu'à l'époque on accepte finalement de négocier, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Eh bien, vous avez des concessions qui sont accordées aux cheminots pour satisfaire leurs différentes revendications, en particulier en ce qui concerne leur salaire qui était bien sûr très difficile. Encore une fois, Lénine est obligé de faire avec l'environnement qui est le sien, mais j'insiste de ce point de vue. Il n'y a pas, à ce moment-là, de dictature, comme on dit, qui se met en place, véritablement. Ah si, alors éventuellement on dira « Ah oui, mais les banques sont nationalisées ». C'est vrai. Les banques sont le nerf de la guerre. Et elles sont nationalisées de ce point de vue dès décembre 1917. Elles sont nationalisées et pour plusieurs raisons. La première, c'est bien sûr parce que dans la révolution socialiste qui est défendue à
ce moment-là, il y a quand même la volonté de pouvoir contrôler l'économie et ainsi de pouvoir créer des bases, justement, d'une nouvelle économie. Il y avait aussi une deuxième raison. La guerre civile éclate. Inutile de vous dire quel camp pourrait choisir les grandes banques si elles étaient amenées à financer cette guerre civile. Et d'autant plus que lorsque la guerre civile éclate, en fait, elle n'est pas civile. Très rapidement, elle est internationale. Et